à la recherche d'une cité engloutie. En mer Méditerranée, à l'embouchure du Nil, face à l'Égypte, un fabuleux trésor gît à quelques mètres seulement de profondeur. Les vestiges d'une civilisation depuis longtemps disparue émergent après avoir passé des millénaires sous les flots. Que vont-ils nous apprendre? L'archéologue français Franck Gaudiot a découvert un grand port de l'Antiquité quasiment oublié. C'est un jeu passionnant. C'est presque une drogue intellectuelle qui nous pousse à revenir là chaque année et d'en apprendre plus. Chaque mètre carré fouillé le plonge un peu plus dans l'Égypte ancienne. Nous sommes en Égypte, au nord-est d'Alexandrie. Y a-t-il un trésor sous la surface de l'eau? L'embouchure du Nil et quelques îles aujourd'hui disparues se trouvaient autrefois à 7 km de la côte actuelle. Il est question d'une cité fabuleuse à cet endroit. Peut-être même deux, puisque les textes anciens parlent tantôt d'Héracléon, tantôt de Teunis. Mais cette cité engloutie existe-t-elle vraiment? Au départ, bien sûr, nous n'avons rien. On a un plan d'eau qui est à baie d'Aboukir, 150 km² bien plate. Franck Gaudiot entend parler pour la première fois de la cité engloutie dans la baie d'Aboukir il y a une trentaine d'années. Sa curiosité est éveillée. Au départ, nous avions simplement quelques mentions de deux villes, du nom d'Héracléon et de Teunis, dans les textes anciens. Solon, Hérodote, Diodore de Sicile, Strabon. C'est tout. Et on se doutait que cette branche canopique du Nil et la bouche canopique du Nil devaient être en baie d'Aboukir. Maintenant, quand je suis arrivé en baie d'Aboukir, de l'eau, rien n'était visible, bien sûr. Donc, s'il y avait quelque chose, ça devait être sous les flots. Les plus grands archéologues du monde n'ont qu'une vague idée de ce qui se trouve au fond de la baie d'Aboukir. On n'avait aucune certitude, juste quelques références dans les textes classiques. Strabon et Hérodote donnaient des indices, mais rien de concret. Personne ne savait avec précision où était ce site. À quoi ressemblait la vie dans le delta du Nil il y a plus de 2000 ans? La mosaïque du Nil, découverte après Nest, est l'un des rares documents de l'époque à être parvenu jusqu'à nous. Elle montre une cité vivante, des temples et des bateaux. Mais c'est une œuvre artistique qui mêle sans doute réalité et fiction. Franck Gaudiot entreprend des fouilles systématiques. Où pouvait être cette ville? En fait, très peu de documents. Hérodote parle d'un temple à Héraclès, Diodore de Sicile parle d'un emporium à l'embouchure de la branche canopique du Nil. Strabon parle d'une cité peut-être mythique de Teunis et parle d'Héracléon. Très peu de textes. Et en fait, ces textes étaient un peu confus parce qu'ils parlaient de plusieurs villes. De la ville d'Héracléon, d'une ville probablement, peut-être mythique, de Teunis. Cette cité mystérieuse connaît son apogée vers 500 avant Jésus-Christ. Mais où se trouve-t-elle exactement et à quoi ressemble-t-elle? Une chose est sûre, il s'agit d'un port.
Que pouvons-nous apprendre sur le commerce? Quels étaient les échanges avec le reste de la Méditerranée? D'après certains auteurs, cette cité était la porte de l'Égypte pour les navires grecs. Elle se trouvait ici, à quelques kilomètres de l'emplacement actuel de la côte. Mais quelles sont les chances de découvrir des traces de cette cité sous l'eau plus de 2000 ans après? Quelle était l'importance des échanges maritimes longue distance? De quel type étaient les échanges entre l'Égypte et le monde grec? De nombreux historiens sont d'avis que le commerce n'était pas très développé dans l'Antiquité, à la fois parce que les auteurs antiques en parlent peu et parce que les archéologues s'intéressent davantage à l'art et à l'architecture de l'époque. Les échanges étaient-ils si limités que cela? L'enquête se poursuit à Paris. Elle a été découverte juste à côté d'ailleurs du titre Japonor, le premier qu'on ait trouvé. Franck Gaudio est un autodidacte, mais il est l'un des pionniers de l'archéologie sous-marine. Il a fait des études à l'École nationale de la statistique et de l'administration économique. Des études qui lui ont servi par la suite dans sa carrière d'archéologue. Il a travaillé pendant plusieurs années comme conseiller financier pour différents gouvernements et il a gagné beaucoup d'argent. À l'âge de 36 ans, il décide de changer de vie. Un jour, j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Et puis, je me suis dit que pendant cette année sabbatique, il fallait faire des choses intelligentes. Et je me suis dit, ma passion pour l'archéologie, le fait que j'aime la mer, me pousserait à étudier tout ce qui se fait sur le plan de l'archéologie subaquatique dans le monde. C'est à cette époque qu'il apprend l'existence d'une cité engloutie au large de l'Égypte. Un pilote d'avion aurait vu des formes dans l'eau dans les années 40, mais personne ne l'a pris au sérieux. Franck Gaudio demande aux autorités égyptiennes l'autorisation de fouiller. On la lui accorde, à condition que les objets mis au jour deviennent la propriété de l'Égypte. Il parvient à convaincre une fondation privée de financer la mission. Un partenariat qui durera de longues années. Challenge, bien sûr, c'était, nous avions une grande baie, on ne savait pas où chercher. Donc on a prospecté une surface considérable, de 150 km². Franck Gaudio sait que cela équivaut à chercher une aiguille dans une botte de foin. Lui, le parfait inconnu dans le monde de l'archéologie, se lance dans un projet titanesque. Les spécialistes sont sceptiques. Tout à fait normal, évidemment, quand vous commencez un métier pour lequel vous n'avez pas fait initialement des études, les gens vous regardent avec beaucoup de scepticisme et c'est tout à fait normal. Il faut d'abord prouver qu'on est capable pour ensuite attirer l'attention des gens qui font des choses intéressantes dans ce métier. Franck Gaudio ne se laisse pas intimider. Il s'appuie sur sa formation de statisticien. Il passe des jours devant son ordinateur et traite l'énigme de Tenis Héracléon comme un problème mathématique.
j'ai pu aussi adopter une approche différente, qui était une approche beaucoup plus, je dirais, rationnelle de l'archéologie sous-marine. Je me suis doté de moyens, je dirais, technologiques qui n'existaient pas pour faire des prospections électromagnétiques. Et j'ai signé pour cela un protocole d'accord avec le commissariat à l'énergie atomique pour le développement de magnétomètres à résonance magnétique nucléaire. Ce magnétomètre lui permet de sonder la baie d'Aboukir. Son bateau scientifique quadrille la zone selon un plan précis durant plusieurs années. Ce n'est pas très palpitant, mais la méthode paye. En croisant les relevés de profondeur et les données de magnétographie, Franck Gaudiot obtient une image complexe du fond marin qui montre la présence d'artefacts dans une zone particulière. C'est ce qu'on va essayer de tenter de vérifier. Nous avons effectué une prospection géophysique systématique de toute la baie d'Aboukir. D'abord, on a fait une bathymétrie très précise qui nous donne un relief extrêmement précis de tous les fonds de la baie d'Aboukir, et puis une couverture aussi magnétométrique très précise qui nous montre là, à cet endroit, au milieu de la baie, des signaux très puissants sur le plan magnétique. Ça veut dire que sur le fond de la baie, ou peut-être sous le sédiment, il y a des artefacts qu'il faut bien sûr identifier. Il peut enfin se jeter à l'eau et met sur pied une équipe internationale d'archéologues et de plongeurs. Jean-Claude Roubaud en fait partie dès 1998. C'est un plongeur professionnel expérimenté. Ma première plongée à Héraclion, c'était un moment de où on est là. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Mais on s'est dit c'était un moment de, comment on dirait, je dirais, c'est inattendu en fait. C'est de l'inattendu on se dit qu'est-ce qui m'arrive? Au départ, Jean-Claude et les autres plongeurs ne voient rien du tout. Les eaux usées de la ville toute proche et le limon du Nil qui se jette dans la mer rendent l'eau trouble. Ce qu'on a vu, c'est difficile à définir suivant la visibilité de la mer qu'on avait à cette époque-là. Ça, définir 1 mètre de visibilité ou plus de visibilité. On se dit, tiens, ça va être plus difficile. C'est comme si vous étiez en aveugle. Le travail n'est pas très intéressant. Des dizaines de fois, Jean-Claude remonte à la surface sans rien avoir trouvé. On en a 26. Franck Gaudiot reste à bord pour coordonner les opérations. Sur les deux bords du canal. Les plongeurs finissent par trouver quelque chose. Dans le cas de la fouille, première chose, en fait, on peut voir une bosse, une pierre concrétionnée ou un bloc concrétionné. Et ça, dans l'eau, on ne peut pas définir ce que ça va être. Et bon, apparent, je dirais qu'il y a les premières choses qu'on puisse voir d'apparent et définir comme un alignement peut-être de murs, de sous-bassements, d'édifices, ça peut être quelque chose d'évident. S'agit-il des premiers vestiges d'Héracléon ou de Teunis?
on a commencé à faire une fouille, qui était en fait une fouille de surface, un nettoyage de surface. Et il s'est avéré que ce fameux récif, en fait, était formé de grands blocs calcaires. Alors là, des blocs calcaires bien taillés en baies d'aboukir, jointifs les uns aux autres, il se passait quelque chose. Et tout a débuté de cela. C'était tout le début d'une aventure. La méthode de Franck Gaudiot semble donner des résultats. Les mesures du fond marin ont permis de découvrir un mur. Nous avons cette grande ligne magnétique au sud de 150 mètres de long. Nous allons essayer de caractériser qu'est-ce qui peut causer ces signaux magnétiques. On fait une fouille juste au centre et on découvre un mur construit de gros blocs calcaires. Une autre fouille 75 mètres vers l'ouest, même mur. Vers l'est, 75 mètres plus loin, même mur. Donc nous avons un grand mur de 150 mètres de long construit de blocs calcaires vers le sud. Vers le nord, même système, nous découvrons un mur parallèle à ce premier mur et peu à peu, en fait, on définit le contour d'un grand monument qu'il va falloir maintenant identifier. Qu'est-ce que peut être ce monument englouti au milieu de cette baie d'Aboukir? Franck Gaudiot est maintenant sûr d'avoir découvert la fameuse cité engloutie. Il ne s'agissait pas d'un mythe. Il demande alors des renforts au célèbre institut archéologique de l'université d'Oxford. Barry Cunliffe est un archéologue réputé. Andrew Wilson est spécialiste du commerce maritime dans l'Antiquité. Ils ne connaissent pas Franck Gaudiot, mais sa découverte les fascine. Avant que Franck Gaudiot ne vienne nous parler de cette mission, peu d'entre nous avaient entendu parler de lui parce qu'il n'avait rien publié. Mais nous avons été stupéfaits par ce qu'il nous a montré. C'était presque incroyable. Nous n'avions jamais soupçonné l'existence de vestiges de cette qualité sous l'eau. Je ne suis pas prêt d'oublier cette rencontre. Franck est un aventurier moderne, comme les grands archéologues du passé qui étaient des visionnaires et des hommes d'action. Franck Gaudiot n'aime pas le terme d'aventurier. Il préfère la rigueur mathématique aux surprises. Quel est ce monument qu'il a découvert? Peut-être s'agit-il du temple d'Héraclès dont parlent certains auteurs. L'équipe internationale de plongeurs et d'archéologues repart en mer. Cette fois, des techniciens, des restaurateurs conservateurs et des égyptologues les accompagnent. L'équipe reprend l'exploration sous-marine avec une organisation quasi militaire. Le fond marin est quadrillé et chaque zone est numérotée. Une précaution indispensable dans cette eau trouble. La couche de vase et de sédiments atteint 1 mètre d'épaisseur. Quand une zone paraît intéressante, il faut commencer par tout aspirer. Il faut aussi une part de chance. Sur l'emplacement supposé du temple,
les plongeurs mettent au jour un grand monolithe parfaitement conservé. L'importance, on ne la connaît pas. Quand on est dans l'eau, on ne sait pas l'importance qu'elle aura. On la sait dans le futur. C'est le futur qui nous donnera l'importance du moment. On se doute ou on se dit, tiens, qu'est-ce que ça peut être? Pour le plongeur, c'est un peu différent puisqu'il y a toute l'équipe qui suit derrière, qui va nous donner l'information. Et on attend ces informations avec impatience de savoir qu'est-ce que c'est alors, qu'est-ce que c'est? Il y a une inscription, qu'est-ce qu'elle veut dire? Les égyptologues sont unanimes. Ce monolithe est un naos, une chapelle installée dans la partie la plus sacrée du temple. Le naos, un grand monument de granit rose inscrit. Alors là, c'est extraordinaire parce que le naos, c'est une chapelle monolithe qui contenait la statue du sanctuaire, la statue principale du sanctuaire. Et sur ce monument, nous avons pu voir en fait que ce monument abritait la statue d'Amon, Amon de Guéreb. Donc nous savions que nous étions sur ce fameux temple d'Amon de Guéreb et que nous étions dans la ville d'Héraklion. Amon du Guéreb est une divinité égyptienne. Les Grecs l'appellent Héraclès. Son temple devait être ici. La chapelle l'atteste, ainsi qu'une autre découverte faite par les plongeurs et qui dépasse les rêves les plus fous des égyptologues. Il s'agit de 3 colosses de granit en parfait état, cassés seulement en 2 ou 3 morceaux. Quand on commence à voir dessiner une main ou une tête, et là on se dit il y a vraiment quelque chose d'important, il y a encore une excitation qui se fait en plus. Et sur le bateau, quand elle est remontée, là on se dit ouf, c'est quelque chose vraiment d'impressionnant au regard. On se rappelle du moment où elles ont été trouvées et on se dit tiens, c'était un moment magique. La première statue représente une reine. La deuxième, un pharaon. Et la troisième, le dieu de la fertilité et de la crue du Nil. Ces statues imposantes datent de la dynastie des Ptolémées, qui régnait sur l'Égypte avant le début de l'ère chrétienne. Les plongeurs redressent les statues et les nettoient grossièrement avant de les remonter à la surface. Plus tard, elles seront exposées partout dans le monde. Franck Gaudio est maintenant en mesure de reconstituer le fameux temple. Alors, nous avons ce monument de 150 mètres de long. Nous savons que c'est le temple avec son naos, cette chapelle monolithe qui contenait la statue d'Amon-Guéreb. Donc c'est le temple d'Amon-Guéreb. À l'ouest, à l'entrée du temple, nous avons les
statue colossale de granit rose magnifique. Nous sommes en présence d'un temple très important. Nous savons bien sûr que ce temple, c'était le temple où les nouveaux pharaons venaient recevoir le titre de leur pouvoir du dieu suprême Amun-Guereb. C'est également un temple important pour les Grecs. Paris, prince de Troie, s'y est réfugié avec Hélène après l'avoir enlevée à son mari, le roi de Sparte. C'est cet enlèvement qui a provoqué la guerre de Troie. Les plongeurs font d'autres découvertes sur le site du temple. Ce bassin de granit rose servait à exposer une statue du dieu égyptien Osiris. Manifestement, Héracléon était une ville religieuse de premier plan. Mais quel était son rôle économique et politique? Et qu'en est-il de la mystérieuse ville de Teunis? Le site devrait apporter de nouvelles informations. Héracléon est un site important parce qu'il joue un rôle fondamental dans l'articulation entre la Méditerranée et l'Égypte, et qu'il est extrêmement bien conservé. Il est immergé. S'il avait été sur Terre, d'autres constructions seraient sans doute venues le détruire au fil des siècles. Mais sous l'eau, il a été parfaitement conservé. Seule une infime partie des textes de l'Antiquité nous est parvenue. C'est typiquement ce que les générations suivantes ont trouvé digne d'être copié. Ce sont des chroniques, des discours politiques, des pièces de théâtre, ce genre de documents. On a peu de choses sur la vie quotidienne ou sur des choses aussi triviales que le commerce et l'économie. Voici une encre de pierre, un objet trivial s'il en est. Elle livre pourtant de précieuses informations. Elle n'est pas faite pour la navigation fluviale car elle s'enliserait dans le limon du Nil. C'est une encre pour la haute mer. Un navire était donc ancré ici. Et ce n'était pas le seul. L'équipe trouve des dizaines d'encres de ce type. Franck Gaudio reporte chacune d'elles sur la carte. Les limites de la cité se dessinent peu à peu. Au nord de ce monument, sur cette ligne magnétique, nous découvrons beaucoup d'encres. Nous allons positionner chacune de ces encres, ces dizaines d'encres, et ça forme comme une ligne, comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? Nous allons faire une fouille au centre et nous découvrons le fond d'un canal avec ses couches superposées, comme ça, 30 mètres de large. Pareil, comme ça, vers l'ouest. Et nous avons donc un canal qui s'étend au nord du temple et se déploie sur environ une centaine de mètres. Les plongeurs fouillent le canal mètre par mètre et ils font de nouvelles découvertes. Et en fait, on fait une fouille systématique, on s'est aperçu qu'on avait du bois qui pouvait ne pas être du bois d'épave, mais au fil et à mesure des jours qui avançaient, on se découvrait que le bois était tenu par d'autres bois et d'autres bois, d'autres bois. Et le bois, en fait, ça faisait une épave, deux épaves et plus d'épaves.
Les épaves sont très rares. Celles-ci ont été parfaitement conservées dans les sédiments. Jusqu'à présent, personne ne savait exactement à quoi ressemblait un bateau égyptien. Maintenant, nous avons ces vestiges de bateaux. Les plongeurs trouvent des dizaines d'épaves concentrées sur une même zone. Au nord-est de ce canal, nous découvrons des centaines d'encres. Et entre ces encres aussi, des vestiges d'épaves, de nombreux vestiges d'épaves. Alors, nous sommes très certainement là en présence de bassins portuaires. Le plan de la ville se précise encore. Les plongeurs continuent de fouiller le canal et découvrent d'innombrables épaves. Ni Frank Gaudio ni les égyptologues d'Oxford ne s'attendaient à cela. On a été surpris par le nombre d'épaves. On en a trouvé plus de 60 dans le port. C'est une grande avancée. Cela va certainement bouleverser nos connaissances sur la construction navale antique. C'est très excitant, par exemple, de découvrir un type de coque très caractéristique, analogue à celle évoquée par Hérodote. Il décrit un ensemble de petites pièces de bois, presque des briques, dit-il, qui sont assemblées avec des tenons qui peuvent traverser plusieurs bordages. Presque tous les jours, on trouve une nouvelle épave. C'est unique dans l'histoire de l'archéologie. C'est un grand moment en fait, c'est un moment, je dirais aussi grand, de trouver le bout de bois qui se continue. C'est chaque fois des informations tout le temps qui nous font que, on se dit qu'est-ce qu'il y a, on a toujours là, c'est pas une routine d'être sur un site mythique et de se dire qu'est-ce qui va arriver. Là j'aurais du mal à dire que c'est une routine, c'est le rêve du plongeur qui est là. La découverte de ces bateaux antiques au large de la côte égyptienne obligera peut-être à réécrire les livres d'histoire. Le plus excitant, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de barges pour naviguer sur le Nil, mais sans doute aussi de navires. Cela signifierait que les Égyptiens étaient davantage impliqués dans le commerce maritime que les textes ne semblaient le dire. Les auteurs classiques soulignent surtout le rôle des Grecs, des Phéniciens et des autres peuples dans les échanges maritimes avec l'Égypte. S'il y a des navires à Héracléon, ce qui est fort possible, il va falloir ajouter l'Égypte au tableau du commerce maritime. Il y a 2500 ans, les Égyptiens ont sans doute davantage participé aux échanges maritimes qu'on ne l'avait cru jusqu'à présent. Les épaves découvertes au fond de la mer confirment les motifs de la mosaïque de Préneste. Au sud-est de ce temple, une nouvelle découverte. De nombreuses épaves encore. Donc, nous avons de nombreux bassins portuaires avec plus de 65 épaves antiques. C'est la preuve d'un commerce très important. Donc, on a déjà une connaissance topographique beaucoup plus fine et on est assez heureux parce que cette ville correspond exactement aux textes anciens. Nous sommes à l'entrée de l'Égypte, à la bouche de la mer des Grecs, comme disaient les Égyptiens, et nous avons une activité commerciale là très intense. Frank Gaudio et ses plongeurs changent maintenant de tactique. Ils s'intéressent aux céramiques. Elles devraient les renseigner sur l'origine des navires marchands, leur cargaison et l'ampleur des échanges entre l'Égypte et les pays de la Méditerranée.
Elle pourrait ainsi apporter des réponses à des questions vieilles de 2000 ans. La passion, c'est d'en savoir toujours plus sur ces villes découvertes. C'est un jeu infini. Et c'est un jeu passionnant. C'est presque une drogue intellectuelle qui nous pousse à revenir là chaque année et d'en apprendre plus. Franck Gaudiot fait appel à Catherine Grattalou pour déterminer l'âge et la provenance des céramiques. Or, le nôtre, il est de taille humaine. Donc une statue de taille humaine. En bronze. En bronze. Donc j'interviens en première directement sur le bateau pour donner des informations, les premières informations à l'équipe et à Franck Gaudiot, bien sûr. C'est un site exceptionnel par sa conservation, même s'il a subi bien des mouvements tectoniques. La conservation est étonnante. Ces céramiques enfouies dans la vase sont bien souvent intactes. Elles fournissent des renseignements sur la vie quotidienne à l'époque de l'Égypte ancienne. La céramique est un élément parmi tant d'autres qui concernent les échanges maritimes et les échanges commerciaux d'Héraclion avec le reste de la Méditerranée. Quelques exemples de ces échanges, bien évidemment les amphores. Par exemple, des amphores qui viennent de l'île de Samos, des amphores qui viennent de l'île de Lesbos, des amphores qui viennent de Rhodes, tout ça sur la partie orientale de la Méditerranée. Et au travers de ces échanges, les amphores sont de types différents et nous pouvons identifier ce commerce. Éventuellement, le type de denrée qui est parvenu à Héraclion. Les céramiques découvertes confirment ce que les ancres et les bateaux suggéraient déjà. Héracléon était probablement une ville portuaire cosmopolite. Catherine Grattalou n'avait pas imaginé trouver autant d'artefacts. Là, c'est à chaque fois une très grande surprise, une très grande joie, un très grand plaisir, une satisfaction intellectuelle de voir tout ce matériel réuni sous les yeux. C'est l'histoire à chaque fois qui remonte et Héraclion est un centre exceptionnel. Okay, slowly, have moving ahead. Les expéditions suivantes permettent de se faire une idée plus précise de la cité engloutie. Des découvertes étonnantes et magnifiques nous renseignent sur la vie des Égyptiens et des Grecs à Héracléon. Il s'agit d'ustensiles ou d'objets cultuels. Cette couronne surmontait une statuette de pharaon. Héracléon devait être une cité riche et colorée. On doit réécrire certaines pages d'histoire. Ils nous apprennent en fait, et ils illustrent la vie aussi bien des prêtres, des soldats, des habitants de cette ville, des commerçants de cette ville. Ils cuisinaient dans quel type de bassin, de marmite, importé parfois pour les gens très riches, ou alors fait localement. Nous avons des objets égyptiens inscrits en grec. Nous avons des objets grecs qui portent des hiéroglyphes. C'est une image extraordinaire du mélange de la culture grecque avec la culture égyptienne. Cette petite lampe à huile, par exemple, est parfaitement conservée. Il y a encore de la suie sur le bec. Elle est de fabrication égyptienne, mais sa forme est inspirée des lampes athéniennes. C'est le rêve de tout archéologue. C'est un site entièrement préservé. Tout y est. Et tout est en excellent état.
Il ne reste qu'à fournir le matériel et la main-d'œuvre compétente pour faire les fouilles. On va apprendre énormément de choses. Quelle était la richesse d'Héracléon? Les plongeurs partent à la chasse au trésor avec un détecteur de métal. À moins de 7 km de la côte, ils trouvent dans le sable de magnifiques pièces d'or. Cette boucle d'oreille à tête de lion est de fabrication égyptienne, mais d'influence grecque. Cela doit être une grande satisfaction pour un plongeur de trouver de telles pièces. L'or garde sa couleur dans l'eau. On est content de trouver, bon, on ne va pas dire le contraire, on est content de trouver un morceau, un bijou, un fragment de bijou. Mais ce n'est pas le plus important. Pour moi, personnellement, je préfère un morceau de pierre, de granit ou d'autre, avec un morceau d'inscription. Il me donnera plus d'informations qu'un bijou. Les bijoux livrent tout de même des informations précieuses, notamment sur la topographie de la ville. En effet, les objets en or étaient sans doute des offrandes jetées dans la mer pour honorer les dieux. Les plongeurs en ont trouvé un grand nombre dans un périmètre très réduit. C'était sans doute un sanctuaire. Franck Gaudiot peut compléter plus encore son plan de la ville. Et puis aussi, de nouvelles découvertes, de nouveaux sanctuaires. Et ce sanctuaire au nord-est, là, c'est un petit sanctuaire construit de blocs calcaires. Nous sommes sur un sanctuaire très ancien, du dieu de la science, très beau, très bien conservé. Et la présence de tous ces sanctuaires est très importante, car Héracléon va garder son importance religieuse une fois que le transfert du commerce va être fait par Alexandre le Grand de la cité d'Héracléon vers la nouvelle capitale, Alexandrie. Alexandre le Grand fonde la ville portuaire d'Alexandrie en 331 avant notre ère. Elle devient le nouveau centre du commerce égyptien au détriment d'Héracléon. Tout cela est connu et documenté. Mais de nombreux objets en or trouvés autour des sanctuaires d'Héracléon sont postérieurs à la fondation d'Alexandrie. La cité est donc restée un centre religieux important. Le temple découvert sur le site a confirmé qu'il s'agissait de la ville que les Grecs nommaient Héracléon. Mais se peut-il qu'Héracléon et la mystérieuse Teunis, mentionnée dans les textes, ne soient qu'une seule et même ville? C'est la question que se pose Franck Gaudiot depuis le début des fouilles. Dans les eaux troubles de la baie d'Aboukir, les plongeurs trouvent un étonnant bloc de granit noir. Jean-Claude Roubaud ne sait pas encore que cette stèle va entrer dans l'histoire. Dans l'eau, on ne pouvait pas savoir quand la stèle a été trouvée. Elle était à l'envers, c'est une grosse pierre noire de 2 mètres sur 1 ou une épaisseur. Quelque chose de... Bon, avec la visibilité, c'était pas évident. Et surtout qu'elle était à l'envers. Des blocs dessus. Ouais, des petits blocs dessus, ouais. Tu avais sûrement une construction. Jean-Claude Roubaud décrit sa découverte à Franck Gaudiot, qui décide de remonter la stèle. Et les 2 autres, ah ouais, non, c'est pas des blagues. Ce matin, je t'ai dit, on dirait une grosse... Ils sont martelés en surface et les inscriptions sont étaient là.
On voit immédiatement que la stèle est en parfait état, bien qu'elle ait probablement séjourné dans l'eau pendant 2500 ans. Les hiéroglyphes sont déchiffrés rapidement. La stèle est un décret du pharaon Nectanebo Ier concernant les impôts. Une dîme sera désormais prélevée sur la cargaison des navires de commerce étrangers. Mais le texte apporte surtout une précision sur l'identité des lieux. La découverte de cette stèle résout donc un mystère vieux de plus de 2000 ans. Sur cette stèle, il est écrit « Pharaon ordonne que cette stèle soit érigée de la cité de Tonis ». Comme nous savions que nous étions à Héraklion, nous avons ici, grâce à la stèle, la preuve absolue que la ville d'Héraklion était la même que la ville de Tonis. Nous donner le nom de la ville ancien et du temps des Ptolémées, d'un coup, comme ça, c'était extraordinaire. Tonis et Hérakléon sont donc une seule et même ville. Les Égyptiens appelaient la cité engloutie Tonis et les Grecs Hérakléon. Une réponse très simple à un mystère très ancien. Une réponse gravée dans la pierre. L'équipe sait maintenant avec certitude dans quelle cité elle plonge. Les nombreux vestiges découverts sous l'eau permettent à Franck Gaudiot d'obtenir une image extrêmement détaillée et vivante de la cité antique. Tonis et Hérakléon émergent des flots. Nous avons ce grand temple central, ses sanctuaires secondaires, le port avec ses épaves, le canal, mais une ville comporte des quartiers d'habitation. Où sont-ils? Eh bien justement, ils sont caractérisés par le manque d'artefacts sur certaines zones très importantes. Pourquoi? Eh bien parce que ces habitations étaient construites de briques crues ou de papyrus. Tous ces éléments ont disparu. Qu'est-ce qui reste? Il y a uniquement des céramiques très grossières, des éléments de foyer, des objets de la vie quotidienne. Et là, on voit qu'il y avait des habitations sur des très vastes zones entourant le temple. Après 10 ans de mission, on a maintenant une vision précise de cette grande ville d'Héraklion. On comprend comment cette ville fonctionnait. On voit son mode d'organisation. On comprend comment les bateaux venaient du Nil dans les bassins portuaires grâce à ces canaux, ces différents canaux qui unissent les bassins au Nil et donc à la mer. Et on peut vivre cette ville. Voici Tonis Héraklion, une cité qui avait sombré dans l'oubli. Franck Gaudiot l'a sortie des abîmes. Elle était mentionnée dans quelques rares textes seulement. Aujourd'hui, on sait comment elle était organisée, avec qui elle commerçait, à quoi ressemblaient ses bateaux et son grand temple. On a retrouvé des statues de pharaons, des offrandes faites aux dieux, des bijoux, des miroirs, des bassines et des louches. Mais pourquoi la cité a-t-elle été engloutie par les flots? À cause d'une soudaine catastrophe ou d'une lente érosion? Et en fait, on a trouvé que ce n'était pas un seul facteur, mais une conjonction de facteurs. Tout d'abord, il y a une subsidence très lente d'éther dans cette région du bassin oriental de la Méditerranée d'environ 10 cm par siècle. La ville d'Héraklion était fondée sur une argile qui contenait énormément d'eau. Et évidemment, tout ce qui était construit sur ce substrat d'argile, ces grands temples, etc., se sont effondrés tout d'un coup de plusieurs mètres.
L'effondrement brutal de la cité a sans doute été causé par un séisme ou un raz-de-marée au 7e siècle. On n'a découvert sur le site aucun objet postérieur à cette date. Franck Gaudiot et son équipe fouillent le site depuis plus de 15 ans. Mais reste-t-il encore des choses à découvrir à Tenis et Héracléon ? J'ai essayé à plusieurs reprises de parler de l'avenir avec Franck. Pour lui, tout est toujours possible. Et je crois qu'en l'occurrence, il a raison. Je cite un exemple. La cité de Pompéi, qui a été découverte au XVIIIe siècle, est fouillée de façon archéologique depuis ce temps-là. Il y a toujours des missions qui fouillent Pompéi, et Pompéi est loin d'être entièrement fouillée et étudiée. Pompéi était une ville de villégiature, certes intéressante, mais qui n'avait pas de grande fonction économique ni religieuse. À Héracléon, nous sommes dans le port d'entrée en Égypte, nous sommes dans cette ville où les pharaons venaient se faire adouber par le dieu Amon suprême. Cette ville couvre une surface équivalente à au moins 2 à 3 fois celle de Pompéi, et elle est sous l'eau. Il me faudrait quelques siècles, 2-3 siècles peut-être. Je pense que ce que nous savons sur Héracléon aujourd'hui ne constitue qu'un pourcentage infime de ce que l'on saura dans les décennies et peut-être les siècles qui viennent. On en est au début de nos recherches.